Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et TikTok se regarder pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec TikTok et cette séquence de Laurent Deutsch qui parle de métissage de la France depuis le Moyen-Âge. Écoutez, c'est intéressant. Parce qu'il y a à peu près 1000 mots qui nous viennent de l'arabe. Il y a vraiment un métissage qui date pas d'hier. C'est d'ailleurs ça qui est génial avec la langue française. Elle nous donne des leçons de métissage et d'intégration qu'on a peut-être un peu plus de mal à accepter aujourd'hui. Plutôt vient de la langue arabe. Canif, c'est arabe, ouais. Mais il y en a plein dans la mot. Tiens, regarde, tu veux du sucre dans ton café et sucre, ça vient de l'arabe. Café, ça vient de l'arabe. Orange, ça vient de l'arabe. Jupe, la jupe, ça vient de l'arabe. Jupa, qui était une espèce de truc que tu mettais sous la djellaba, il y en a plein. Dans les sciences aussi. Alcool, tiens, alcool, c'est un mot arabe. Amiral, algèbre, alchimie, c'était des mots arabes. Ils ont un peu oublié justement l'histoire de l'Angleterre, où depuis la conquête de Guillaume le Conquérant en 1066, après la bataille de Hastings, eh ben ça a parlé français en Angleterre pendant 500 ans. T'as qu'à enlever l'accent. Regarde, hour, bah c'est heure, c'est français. Tower, tour, c'est français. Tu vois, donc on a une interview, entrevue, c'est français. Vintage, les gamins ils ont plus que ce mot-là à la bouche. Ah c'est vintage, c'est vintage. Vintage, c'est un mot anglais, français. 20 ans d'âge. C'est pour le pinard, quand il ramenait du pinard ou du cognac, c'est du 20 ans d'âge. Oh, 20 ans d'âge, ça donnait barbecue. C'est français. Non, ah bon? Comment on faisait un méchoui au Moyen-Âge? Tu prends un mouton, tu prends ton épée, tu enfiles le mouton de la barbichette jusqu'au fion, et en anglais, bah, avec l'accent, barbecue. Franchement intéressant, surtout le barbecue, c'était pas mal. Du coup, on enchaîne avec le post de Veiro, c'est marqué Zidane sur le racisme en France. Toi, t'es pas comme les autres. Il y a une phrase qui me... j'ai jamais aimé et qui me reste, et je tournais mes talons et je partais de l'autre côté, c'est toi t'es pas comme les autres. C'est-à-dire toi t'es différent. Ça. Donc j'en ai pas souffert direct à mon machin, mais quand il y avait quelqu'un qui me sortait une phrase comme ça, parce que ça arrivait, hein, oui. J'étais comme un fou, et je tournais mes talons, je partais. Ça faisait mal pareil, quoi. Ça faisait mal pareil, parce que même si je n'étais pas touché moi direct, ben c'était ça. Les autres, ceux qui sont à côté de moi, sont comme moi. Ils sont pas différents. Ah, de toute façon, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. C'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué pour celui certainement qui a les origines. De toute façon, il y a toujours un regard différent de la part des autres. Et on enchaîne avec CNews avec cette chanteuse qui s'appelle Lisa Spada qui dit être boycottée depuis 2023 parce qu'elle est juive. Écoutez. Il y a aussi des artistes qui ont été clairement déprogrammés puisque tous ces appels au boycott contre les artistes israéliens que nous avons dénoncés au fur et à mesure du temps, parce que ça fait 2 ans que ça dure, se sont fait déprogrammer, des fois avec des justifications, parce qu'il est trop délicat de programmer des artistes juifs parce qu'il faut une sécurité renforcée. Ou alors parce qu'on ne peut pas programmer des artistes juifs, c'est très délicat en ce moment. Et puis il y a aussi des artistes qui se sont fait déprogrammer sans aucune raison, qui ne s'étaient même pas exprimés sur le sujet, et effectivement c'est là où on se pose la question, puisqu'il se trouve que ces artistes étaient juifs tout simplement. Moi en ce qui me concerne, comme je me suis beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux, j'ai perdu pratiquement tous mes abonnés, et effectivement le téléphone a cessé de sonner, plus de propositions, plus de contrats. Et donc, voilà, il y a plusieurs mécanismes qui se sont mis en place et qui ont fait que c'est très difficile de continuer son métier d'artiste si on s'exprime sur le sujet, voire on commence à se demander si c'est tout simplement parce que on est lié par la force des choses, tout simplement associé au gouvernement israélien, alors qu'on n'a rien à voir là-dedans. Et c'est donc extrêmement triste et extrêmement grave. Et du coup, je suis tombé sur ce post d'une personne qui l'a débunké. Là, c'est Ahmed qui l'a posté, donc il a mis « Le succès lui a été promis il y a 3000 ans ». Et là, le mec avec la casquette et les lunettes, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, il a fait des bonnes petites recherches. Écoutez ça. Elle, c'est Lisa Spada. C'est une artiste qui se dit être boycottée parce qu'elle est juive. Et elle a déclaré au micro de cette chaîne, CNews, qu'on ne présente plus, bien sûr, pour la véracité de leurs propos, elle a déclaré que depuis 2023, son téléphone a cessé de sonner, plus de propositions et plus de contrats, en précisant que c'était dû au boycott qu'elle et d'autres artistes juifs subissent depuis 2023. Mais je me suis un petit peu renseigné sur Lisa Spada, et c'est assez drôle. Par ailleurs, on peut remarquer que sur son Spotify, elle a 237 auditeurs mensuels. Donc là, c'est vrai qu'on peut se dire, ok, peut-être que c'est dû à ce boycott qu'elle subit depuis 2023, ce qui signifie qu'elle fait des chansons depuis longtemps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur son compte YouTube, puisque si on se retrouve sur sa chaîne YouTube, on voit qu'elle a beaucoup plus d'abonnés. Elle passe de 237 auditeurs mensuels à 322
52 abonnés sur YouTube. À mon avis, les contrats, les propositions, ça devait vraiment être trop compliqué à gérer, les mails, tout ça. Vraiment, la boîte était saturée. Et donc c'est simple, je suis allé voir des chansons qu'elle a postées sur son compte YouTube qui datent d'avant 2023, puisqu'elle se dit être boycottée depuis cette année-là. Et on y retrouve notamment la chanson I Rise, sortie il y a 5 ans, 3000 vues. Non mais, je sais pas, 3000 vues. Donc, si on récapitule, avec 237 auditeurs mensuels sur Spotify, avec une chaîne YouTube avoisinant les 320 et quelques abonnés, avec une chanson sortie il y a 5 ans qui compte 3,3 000 vues, non, les propositions. Après, c'est vrai que sur Instagram, elle a plus de 3000 abonnés. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour avoir des propositions et des contrats ? Je suis pas sûr. Hein. C'est comme si moi je vous disais, oui, j'ai sorti cette chanson il y a 7 ans, elle a fait 16 000 vues, et pourtant il y a aucun label qui m'a contacté. Peut-être que c'est parce que je suis noir, non, peut-être que c'est parce que je suis nul. C'est tout, hein. Peut-être que je suis nul, personne m'a écouté, et c'est pas grave, c'est ok, on a avancé. Bref, peut-être que boycott il y a. Non, je pense pas. Je pense que c'est simplement que tu n'es pas écouté aujourd'hui parce que même à l'époque, t'étais pas écouté. Hein. Mais bienvenue au club, moi aussi, t'inquiète. Voilà, tout simplement les mecs. Et si je me réfère à ces stats, je devrais avoir des gros contrats. Hein. J'ai 3 chaînes YouTube. La première, elle a plus de 100 000 abonnés. La deuxième a plus de 100 000 abonnés. La troisième a plus de 10 000 abonnés. J'ai sur Instagram près de 20 000 abonnés. Sur TikTok, plus de 40 000 abonnés. Sur cette chaîne, je fais je sais pas combien de vues à chaque fois par vidéo. Franchement, je suis boycotté, hein, parce que j'ai pas des gros contrats. On pourrait dire ça, les mecs. Hein. Bref, du coup, on enchaîne avec ce post de Braque. Alors, les mecs, je vous ai déjà montré une séquence de cet influenceur, ce youtubeur, je sais pas c'est qui, une personne sur Internet, qui avait posté une vidéo où il disait qu'il était... Bref, je vous garde la surprise pour ceux qui ont oublié. Et du coup, là, il réagit à cette personne qui est là, le noir qui est là, qui s'appelle Joël. C'est un streamer qui a beaucoup d'abonnés et qui l'a traité de haine de maison, tu vois. Là, donc, il a dit « Un streamer avec 280 000 abonnés se permet d'insulter un noir. Un noir, retenez bien ça. De haine de maison de merde et personne ne condamne. » Voilà. Donc, il se considère comme noir. Là, on est d'accord, hein, parce qu'il dit que ce mec l'a insulté de haine de maison. Ok ? Il a oublié qu'il avait posté ça. Donc, le mec lui dit « T'es blanc. » Rappelez-vous qu'il avait dit ça. Mais Braque, pourquoi est-ce que tu te considères blanc? J'ai pas trop compris. Je vous explique ça rapidement dans une vidéo. En effet, génétiquement, je suis blanc, même si mes caractéristiques phénotypiques pourraient laisser croire que je suis noir. Le phénotype, c'est les caractéristiques génétiques qui sont visibles. Les traits du visage, la couleur des yeux, la texture des cheveux, la taille de la bite. Et la réalité phénotypique n'est pas la réalité génétique. Par exemple, les albinos, leur phénotype c'est d'être blanc, mais ça reste quand même des noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon phénotype c'est d'être un peu noir, mais en réalité je suis génétiquement blanc et je me considère comme blanc. Et je m'appuie aussi sur des réalités scientifiques. Bon, quand je réécoute la vidéo, je sens qu'il va nous sortir la disquette de « Oui, j'ai la peau noire, mais je suis blanc », tu vois. Parce que là... Non, quand je réécoute, je me dis, il va nous sortir ça, tu vois. Mais franchement, les mecs, en fait, il est noir quand ça l'arrange. C'est une singerie. Je vais vous montrer. Avant d'avoir été adopté, je suis né en Éthiopie. Et le groupe génétique majoritaire en Éthiopie, c'est le groupe E1B1B. Voilà, ça c'est prouvé scientifiquement, 80% de la population éthiopienne est du groupe E1B1B. Et ce haplogroupe, c'est comme ça qu'on appelle les subdivisions, est descendant d'un groupe génétique indo-européen très présent sur le bassin méditerranéen. Voilà, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, hein, il faut le savoir. Vous allez me dire, c'est pas parce que tu descends de ce groupe que t'es forcément blanc, mais je vais vous donner des exemples de personnes connues comme étant blanches qui sont descendantes de ce même groupe. Je vais juste vous en donner 3. Il y a Aaron dans la Bible, il y a Napoléon Ier que vous connaissez, et il y a... Donc génétiquement, je suis même germain en fait, mais ça vous êtes pas prêts à le comprendre. Et on enchaîne avec le poste de l'insoumission avec Christine Kelly qui avait taclé Lena Situation à l'époque sur sa robe. Écoutez. En 2024, voilà, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant, elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. La mode des frères musulmans, la robe là. En fait, c'est une robe qui a été créée par ces deux ex-actrices qui sont maintenant stylistes, qui ont une marque de vêtements. Et c'est tout, hein, les mecs, c'est tout. Hein. Après, on peut dire que c'est une inspiration orientale, ok. Et on s'est rendu compte que hier soir, finalement, voilà, ce sont les photos qu'elle publie. Bref, du coup, Lena lui a répondu... Dernièrement, on écoute. C'est Lena Situation. Ah oui. 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. Certains dénoncent voilà, qu'en 2024, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant, elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Elle joue un peu, de temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba. Le petit côté sexy, le petit côté djellaba, ouais, non, ça m'est vraiment passé en travers de la gorge. Pas parce que c'était une attaque personnelle, mais c'est vraiment là une attaque sur absolument toutes les femmes. Quand je vois ça, en fait, mon cœur saigne pour toutes les femmes. Non. Toutes les femmes musulmanes en France. Sachant que pour donner un peu de contexte, je portais juste une robe ample, une robe et un foulard dans les cheveux. La première fois que vous allez à Cannes, vous portez une robe Vivienne Westwood. Voilà, je portais un petit body sexy la première fois que j'allais à Cannes. Donc vous avez les cuisses à l'air.
quelle fut ma surprise de me rendre compte que c'était pas possible sur Internet de mettre ce type de robe avec mon corps. Ok, l'année d'après, j'arrive avec une robe ample, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Ah, quoi? Que je suis à la mode des frères musulmans? Et là, quand j'ai vu le... C'est incroyable. En fait, tu peux rien faire. Dans tous les cas, les gens vont te critiquer. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser à l'image, vous savez, l'image d'un homme et une femme avec un chameau. Et il y a les gens qui critiquent en mode quand ils marchent à côté du chameau, mais ils sont bêtes, pourquoi ils montent pas sur le chameau pour aller là où ils doivent aller? Et quand ils montent dessus, les gens disent ah, le pauvre chameau, les deux sont dessus. Quand c'est la femme qui est dessus, ils disent le mec il est con, pourquoi il monte pas dessus, tu vois. Quand l'homme est dessus et que la femme est en bas, les gens vont dire l'homme c'est une pourriture, pourquoi il fait pas monter la femme plutôt que lui. Dans tous les cas, les gens parleront. C'est clairement ça, les amis. Le message, c'est vrai que j'étais à table et j'étais vraiment juste... J'avais le cœur qui saignait parce que je me suis dit, mais en fait, le racisme est tellement décomplexé, l'islamophobie est tellement décomplexée qu'on va même mettre islamophobe d'une femme qui n'est même pas musulmane. Du coup, on enchaîne avec le post de Fakir et c'est marqué « Où part notre argent dans les poches du 440 ?» Toutes les taxes qu'on paye, tous les impôts qu'on paye, ça va pas dans nos poches, ça retourne pas dans nos poches, sinon on le saurait. L'hôpital public tournerait mieux, l'école publique tournerait mieux, on aurait des transports en commun qui seraient valables. Non, toutes ces richesses que l'on crée, toutes ces taxes que l'on paye, ça va dans la poche, excusez-moi, du CAC 40. Donc je travaille à Stellantis, on avait un PDG qui s'appelait Carlos Tavares et qui gagnait 100 000 euros. Énorme, hein, 100 000 euros par jour, samedi, dimanche et jour férié compris. Énorme. Et après, faut pas rester qu'au stade du PDG, il faut aller au-dessus. Les personnes qui sont suffisamment riches pour se payer un PDG à 100 000 euros par jour. Ce sont les actionnaires. Moi, ce que j'appelle les grands bourgeois, il n'y en a pas ici, sur le plateau, il n'y en a pas un seul, parce qu'ils se montrent jamais, parce qu'ils se cachent toujours. Et ces actionnaires, eux, ils tournent à 23 millions d'euros par jour. Par jour. Et c'est eux qui écrasent tout le monde. C'est eux qui nous écrasent en tant que travailleurs. C'est eux aussi qui écrasent les PME, les petites entreprises, les sous-traitants, les équipementiers. Le salaire, ça nous a jamais permis de vivre correctement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas payé par rapport à ce qu'on travaille. On travaille énormément gratuitement. Et la différence, c'est nos patrons qui se la mettent dans la poche. Et c'est ça qu'il va falloir régler comme problème. Et on continue avec le post de Jacques Renardière qui a marqué la cagnotte de 1,3 milliard d'euros du Sénat. Comment faire des économies en France? On demande toujours aux Français, jamais à nos élus. Avantage des députés et le Sénat, une cagnotte de 1,3 milliard. Comment avoir confiance? Ceux qui font les lois ne font aucun effort. Plus 18 000 euros de taxi, téléphone, courrier. Ah, donc c'est pas compris dans l'enveloppe. Plus 15 000 euros pour vous équiper en informatique. C'est pas dedans non plus. Plus les transports, avions, trains, gratuits, en première classe. Mais alors il reste quoi dans les 5 ou 6 000 euros? Attendez, non mais je vous pose la question. 5 000 euros de stylo? Attendez, je suis allé plus loin. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a presque 10 ans, 2016. Et ils ont documenté qu'au Sénat, il y a une cagnotte d'1,3 milliard d'euros. Et prend l'argent. C'est-à-dire, en fait, c'est pas de l'argent volé, je vous rassure, c'est tout l'argent accumulé par le Sénat, qui est bien géré pour le coup, et qui n'est pas dépensé chaque année. Mais il le garde officiellement pour payer les retraites des sénateurs. Mais pendant ce temps-là, l'État continue à donner 340 millions d'euros tous les ans au Sénat, et à peu près autant, un peu plus même, à l'Assemblée, pour le fonctionnement. Du coup, que dit le peuple? Mais comment c'est possible? Les lois par eux, pour eux, c'est aussi simple que cela. Il faut supprimer cette institution qui ne sert à rien. Il faut bien que les gueux les engraissent en nous taxant davantage. Il y en a certains qui devraient se serrer la ceinture au Sénat. Cela serait bénéfique pour leur santé, mais aussi pour les gueux. On enchaîne avec le post de l'Œil Média avec Julien Audoul et Flora Guébali. Vous êtes le reflet de l'extrême droite crasse. Depuis 10 ans, on le voit bien, on a une succession d'attentats. On ne cesse de reculer sur nos valeurs, sur nos principes, sur la laïcité. On a eu des dizaines de morts. J'en passe et des meilleurs entre Nice, entre Saint-Étienne-du-Rouvray, Dominique Bernard, Samuel Paty, etc., etc. Et 10 ans après, on a des chansons, on a une sorte de réhabilitation de Salah Abdeslam pour certains qui veulent organiser des groupes de parole, qui veulent discuter avec quelqu'un qui est finalement passé pour un délinquant de droit commun. Vous avez des messages pacifistes affligeants qui renvoient un signal que je trouve détestable à nos ennemis, à ceux qui veulent nous éradiquer, c'est-à-dire que continuer de nous faire du mal, finalement on sera toujours à genoux, on vous tendra toujours la main. Voilà. Donc moi je considère que c'est totalement contre-productif. J'ai pas vu ce genre de manifestation après le 11 septembre 2001 aux États-Unis. J'ai pas vu ça après Pearl Harbor. J'ai pas vu ça après. Il y a eu des concerts aux États-Unis. Il y a eu des chansons aussi. Il y a pas ce genre de manifestation. Ce soir-là, exactement le même tous les ans depuis 2000 ans. Non, c'est faux. Mais vous mentez en fait. Non. C'est insupportable. Excusez-moi. Non, mais c'est vous qui êtes insupportable dans votre bien-pensance. Excusez-moi là, ça me. Vous avez déjà parlé avec une victime du 13 novembre. Vous connaissez des victimes. Oui, madame. Vous avez un peu de respect pour ces gens pour le jour J de leur commémoration. C'est des gens qui vivent à peine depuis 10 ans. Et vous, le jour, vous les insultez le jour de leur commémoration. Voilà, vous dites un mensonge. À aucun moment, vous dites un mensonge. Je n'insulte pas du tout les victimes. Déjà, Salah Abdeslam, les victimes des attentats
attentat ont refusé la justice restaurative avec Salah Abdeslam. Donc déjà, ce que vous venez de dire, c'est faux. Déjà, l'avocate de Salah Abdeslam l'a proposé, c'est son droit. Ils ont refusé. D'accord, donc vous mentez. Ensuite, numéro 2. Quel est le rapport entre des victimes qui commémorent leur peine et la lutte contre le terrorisme islamiste qu'on doit mener? Quel est le rapport entre une personne endeuillée et une guerre contre le terrorisme que vous qualifierez comme vous voulez? En fait, vous êtes exactement le reflet de l'extrême droite crasse que vous essayez de cacher et que Jordan Bardella cache à merveille parce qu'il mange des bonbons sur TikTok. Vous êtes formidable. Et vous dévoilez, mais parce que c'est dégueulasse. Parce que moi, des victimes du 13 novembre, j'en connais des tas. Parce que moi, des victimes du 13 novembre, j'en connais des tas. Et ce que vous faites, c'est vous les insultez à la télévision devant des millions. Par contre, Julien Audoul, il n'a pas précisé d'où venaient les armes de l'attentat. Et là, il y a une personne qui va le rappeler, donc c'est Vaudez toujours, rappel au Rassemblement National. Puisque M. Audoul a rappelé les tragiques attentats terroristes de 2015, rappelez que les armes de l'attentat de l'Hypercacher ont été fournies aux terroristes islamistes auteurs de ce massacre antisémite par Claude Herman, ancien membre du service d'ordre du Rassemblement National. Voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Du coup, on enchaîne avec le post de Kunta Venkinte, c'est marqué comme quoi c'est utile de signaler et faire condamner Facho News. Exemple ce soir avec le Facho Golnadel qui a été coupé quand il s'est lancé dans son délire raciste liant immigration et narcotrafic, car Pro et Geoffrey Lejeune savent qu'une nouvelle amende peut tomber. Le narcotrafic, c'est la résultante même de l'immigration invasive. S'il avait été plus... Non, mais vous pouvez... Non, mais... Oh là, oh... Oui, est-ce que je modère tout de suite ou pas? Non, attendez. Est-ce que je dois modérer ce que vous venez de dire? Pascal, 2 minutes. Est-ce que je dois modérer? Là, il se fait dessus. Regardez la tête de Pascal Pro, il se fait dessus. De dire, est-ce que le narcotrafic est le résultant de l'immigration invasive? Mais je ne plaisante pas. Sur ce plateau, la chaîne, à cause de moi, a été condamnée à une amende qui a été confirmée par le Conseil d'État la semaine dernière pour avoir dit exactement ça. Bon, alors ce que vous dites apporte de la contradiction. Ah. D'accord. Merci. Vous m'avez rivé mon clou. Je rive. Le narcotrafic. Ok, du coup, dans les commentaires, gros, que combien de fois CNews a-t-elle été condamnée? Alors, d'après les archives de l'Arcom et un décompte du Monde, CNews a reçu au moins 17 sanctions administratives depuis 2019, dont 7 amendes pour manquement à l'honnêteté, incitation à la haine ou absence de pluralisme. En 2024, seules plusieurs amendes ont été prononcées et confirmées. Du coup, on enchaîne avec le post de Juan Alasco, et là c'est sur quoi en fait? Ah ouais, il y a Bompard qui avait mis en PLS une personne de France Info, et là du coup France Info se sont excusés, regardez. Revenons sur l'émission de dimanche dernier, de nombreux auditeurs nous ont écrit au sujet d'une séquence de quelques minutes durant cette heure de programme. Elle concernait le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, et ses positions sur le 7 octobre, l'intifada et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Dès mardi, nous avons apporté des précisions, des corrections, vous les trouverez sur notre site. La rigueur de l'information est notre valeur cardinale. Question politique reste le premier rendez-vous politique du dimanche en radio et de loin, ça ce sont les derniers chiffres Médiamétrie. Merci à vous, votre confiance nous honore et nous oblige aussi. Un mot, Alix Bouillaguet. Oui, lors de l'interview, il y a effectivement eu des formules imprécises et parfois inexactes. Si j'ai pu heurter les auditeurs et les téléspectateurs, je m'en excuse, mais il n'y a eu de ma part aucune intention partisane, aucune volonté de déformer les faits sur des questions qui sont effectivement extrêmement complexes. Et pour clore cette mise au point, j'ajoute que le harcèlement en ligne est inacceptable, il est aussi puni par la loi. Ah, bien joué le switch de la fin. Mais non, ne prenons aucune responsabilité, rejetons la faute sur les gens qui harcèlent. Alors le problème, c'est que quand il y a une erreur pendant 2 ou 3 minutes d'intervention, ça va. Par contre, quand on arrive à 3 mensonges en 2 minutes, ce n'est plus une erreur, c'est de la propagande et de la manipulation médiatique. Alors c'est bien beau de s'excuser parce que le peuple vous a fait comprendre que de dire des conneries alors que vous êtes la chaîne numéro 1 de la politique en France le dimanche comme vous le dites si bien, et bah excusez-moi, vous n'avez pas le droit de désinformer les gens. Et on termine avec une touche d'humour avec Hakim Oumiri qui a marqué « Les combats du RN sont légendaires, mais pas autant que mon spectacle, le contexte ou la riposte ». J'étais sur les réseaux en train de chercher un sujet pour aujourd'hui quand je suis tombé sur une affiche officielle du RN qui dit, je cite, « La gauche veut interdire le vin ». Et en général, on dit, tu sais, plus c'est gros, plus c'est con. Mais là, c'est quand même très très con. La vraie info, c'est un élu écolo qui propose d'interdire aux parlementaires de consommer de l'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale à nos frais. Ah putain, l'info c'est pas la même quand même. Entre interdire le vin, sous-entendu partout, et tu peux pas boire quand tu votes nos lois, moi je trouve il y a un monde quoi. Hervé Delépinot, député RN du Vaucluse, ajoute « Une idée aussi absurde et méprisante pour notre culture et pour la filière viticole française, déjà en grande difficulté ?» Ah, si la buvette de l'Assemblée fait la diff pour la filière viticole,
Il y a un problème, Hervélin. Eh, nous, on croyait que les politiciens, ils votaient n'importe comment parce qu'ils étaient incompétents, alors qu'en fait, ils sont juste bourrés, quoi. Le RN, il se bat pour qu'on puisse boire de l'alcool sur leur temps de travail. Enfin, leur combat, c'est aussi que ce soit nous, que ce soit à nos frais, quoi. 100 000 € de buvette. C'est le seul bar du monde où c'est un client qui n'est pas là, qui paye sa tournée. Alors, des journalistes de LCP ont demandé aux députés présents s'ils buvaient là-bas. On écoute. Je sais qu'il y a eu quelques soirées, paraît-il, très arrosées à la buvette. Ça s'est calmé, me semble-t-il. Me semble-t-il. Après, moi, je me rappelle pas, j'étais bourré, quoi. Donc, de la mesure et de la justesse, on en a eu avec Gérard Larcher quand on lui a dit est-ce qu'on retirait pas l'alcool à la buvette du Sénat? J'en ai assez de ces prohibitions, de ces interdictions. Excuse-nous, Al Capone. Après, c'est sûr, GG, vu ce qu'il consomme, c'est mieux quand c'est nous qui paye. Parce que GG, en termes de consommation d'alcool, c'est pas un humain, c'est un Range Rover. Ouais, il fait du 12 litres au 100. Et ça, c'est une info que je sors pas de nulle part. Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux. Exactement, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux. Écoutez quand même l'argument de notre SUV préféré pour pas toucher à la buvette du Sénat. Bien sûr, il faut consommer avec modération, mais je vais vous dire, alors que le pays est en train de s'enfoncer, alors que le pays va devoir emprunter 310 milliards. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien... Gérard, t'as trop bu. Et la France, alors, elle est endettée? Chérie, faut arrêter d'acheter de l'alcool, on n'a plus les moyens, ça nous coûte trop cher. Quoi? N'importe quoi, ce qui nous coûte trop cher, c'est le loyer qui prend l'argent sur notre budget alcool. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.